Chers amis en vos qualités et fonctions respectives, c'est un grand honneur de prendre évidemment la parole devant vous ici à Luxembourg. Grand honneur, en ma qualité propre, mais aussi comme président de la Pensée et les Hommes. Mon vœu le plus cher d'ailleurs, et je le dis aux autorités qui seraient présentes, c'est que la Pensée et les Hommes puissent un jour avoir une antenne ici à Luxembourg. Elle s'inscrit directement dans la logique du travail qui vient de nous être présentée collectivement. Découvrez notre site, notre chaîne YouTube, toute la dimension critique que nous développons dans le cadre de l'éducation permanente en Belgique. Je pense que c'est un concept que nous pouvons développer, adapter et contribuer à implanter ailleurs avec des acteurs des différents pays qui nous entourent. Merci plus particulièrement à Claude Wactelaar qui inlassablement travaille en faveur de la laïcité et de l'esprit critique. Merci à mon ami Giuseppe et collègue Giuseppe Balzano qui m'a permis de venir ce matin car je ne suis pas en grande forme. L'esprit critique. Aujourd'hui, il est brandi comme une sorte d'étendard. On l'a entendu d'ailleurs déjà maintenant. La terre est plate, les immigrés mangent nos animaux domestiques, le Covid est une invention des sociétés pharmaceutiques et pourquoi pas au Luxembourg, le grand-duc est un agent de Poutine. Tout est possible, du moment que je le dis. Le bibliste vous dirait que c'est se prendre pour Dieu, c'est croire que quand on énonce un mot, la réalité se façonne. Mais le philosophe est encore plus perplexe. Si c'est ça l'esprit critique, c'est-à-dire n'importe quoi à tout moment, évidemment, nous en sommes tous et toutes pourvus, mais c'est une singulière définition du criticisme. D'un autre côté, nous ne pouvons pas nous contenter, et les interventions qui viennent d'être faites le montrent bien, de nous dire tout ceci est un fatras de sottises, le peuple ne comprend rien, changeons de peuple. Si les élites, dont apparemment nous faisons un peu partie, du moins sur le plan intellectuel, continuent et persistent dans cette voie-là, par le biais notamment d'idées qu'ils transforment en idéologies dominantes dans leur milieu et qu'ils considèrent comme justes, et souvent elles le sont, eh bien nous aurons les mêmes effets qui vont nous tomber dessus que l'Ancien Régime quand la Révolution française est arrivée, c'est-à-dire qu'un principe de réalité s'est dressé devant eux et malheureusement en a raccourci plus d'un. Donc il nous faut bien penser les choses autrement. Alors revenons donc à ce qu'est la notion de critique. Krisis, krinein en grec, le verbe qui vient du verbe krinein en grec. C'est faire un tri, donc pas tout mettre dans le même sac, et être capable de juger, de discriminer par rapport au tri que l'on a opéré. Et pour faire ce tri, on précise une méthodologie, des méthodologies. Et méthodologie, c'est un mot qui va vous parler tout de suite. Met odos, on peut donner deux sens. Odos, c'est le chemin. Met, ça peut être le sens de mesurer le chemin. Vous l'avez très bien fait avec moi, on m'a envoyé pour venir ici un plan, une photo de l'Athénée, une flèche où je devais arriver, etc. Je savais à chaque moment sur ma route où j'étais, mon chemin était balisé, il était mesuré. C'est pas la même chose que si je me lève, je sors de ma ville de Genève, je dis je dois aller à Luxembourg, où est-ce que c'est? Et on me dit par là. Non, là j'avais un chemin mesuré, j'avais une méthodologie, et donc j'ai pu arriver à Luxembourg, grâce à la technologie aussi, à une allure qui est assez phénoménale par rapport à ce qu'on aurait fait il y a encore à peine 50 ans, où j'étais avec une carte que je tournais dans tous les sens et où j'interrogeais les bipèdes qui m'entouraient. La méthodologie, c'est aussi être capable de faire le chemin avec quelqu'un d'autre. Méta-odos, c'est ce que vous venez de faire. Vous avez fait un travail ensemble. Mais pas un travail n'importe quoi. Chacun dit non, chacun a fait une part du travail et ensemble, on a fait un chemin. Et puis, nous avons suivi votre cheminement, nous avons suivi votre méthodologie. Donc, vous avez balisé pour nous un mode de réflexion et en même temps, vous avez ramené à quelque chose qui est de l'ordre finalement d'un compagnonnage, c'est-à-dire d'un travail qu'on fait avec l'autre sur ce chemin. Ça, c'est l'origine du mot méthodologie. Et il est concomitant, il correspond au début de l'origine de la pensée grecque, de la pensée philosophique grecque. Parménide, par exemple, quand il nous parle de cheminer dans les idées, utilise le schème du chemin pour exprimer comment la pensée se met en mouvement et comment, peu à peu, elle va vers quoi? Vers la vérité. Donc voilà, philosophiquement parlant, c'est déjà assez riche le mot méthodologie. On entend là
préciser ce que l'on va faire. On entend là une logique d'échange, parfois de confrontation. On entend là la notion de dialogue, de dialectique, sans laquelle il n'y a pas de possibilité de cheminer avec l'autre. Une constellation de concepts que je n'ai pas le temps de clarifier, même si un prof meurt d'envie de parler 2 heures par définition, c'est libre arbitre, libre examen, doute, vérité et conscience. Ce sont les mots qui sont les mots clés qui, à mon avis, doivent être associés à cette notion d'esprit critique. Le libre arbitre et le libre examen, ce sont des concepts qui apparaissent dans un contexte religieux. Le libre arbitre, déjà Saint-Augustin, sur lequel je reviendrai à la fin de l'Antiquité et début du Moyen-Âge, nous en parle. C'est la capacité de l'humain à s'autodéterminer. C'est sa capacité à ce qui devient aujourd'hui quelque chose d'essentiel de la pédagogie depuis les Lumières, à être autonome et à développer une pensée autonome, critique. Le libre examen, c'est un concept qui apparaît au XVIe siècle dans le contexte protestant. C'est la liberté d'examiner la Bible par soi-même. Pour lire la Bible, il fallait passer par les ecclésiastiques. Il fallait s'appuyer sur l'autorité des pères de l'Église. Il fallait rester dans les balises de la dogmatique et des doctrines. Les protestants revendiquent le droit de lire le texte par eux-mêmes, d'être frontés directement à l'écriture, sola scriptura, seulement l'écriture. Et restez bien assis, mesdames et messieurs, certains soutiennent même à l'époque la thèse qu'il est préférable d'entendre une femme vous lire la Bible, une femme, parce qu'elle sait lire et écrire et vous pas, que d'aller écouter un de charneux quelconque qui vous endoctrine à Luxembourg. Confrontez-vous directement au texte par vous-même. Et donc, à partir de là, vous pouvez bien sûr vous faire aider. Alors, si de Charneux vous dit qu'il sait mieux que vous la Bible, qu'il l'a lu toute sa vie, qu'il a donné cours, je ne sais pas où là-dessus, très bien. Qu'il ne vous dise pas ce que vous devez penser de la Bible, qu'il vous aide à la lire d'un point de vue méthodologique. S'il connaît mieux le grec ancien que vous, eh bien c'est bien, il va vous expliquer donc certaines choses intéressantes. S'il connaît l'hébreu, encore mieux, qu'il vous explique des choses et qu'il réponde à vos questions, mais qu'il ne vous dise pas ce que vous devez penser, ce que vous devez juger et l'interaction entre votre conscience et le texte. Ça relève de vous en tant que sujet pensant. C'est un tournant absolument capital dans l'histoire, c'est un tournant dont personne ne veut encore aujourd'hui, mais enfin, le ton était donné. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous assez rapidement, il a été évoqué tout de suite évidemment, c'est Descartes, c'est ce qu'on appelle la notion du doute hyperbolique chez Descartes. Alors vous pouvez oublier tout ce qu'on vous a enseigné sur Descartes, sauf ici évidemment à l'Athénée de Luxembourg, mais autrement ailleurs vous oubliez tout. Quand on vous dit dans le monde contemporain, moi je suis cartésien, la plupart du temps ça veut dire je suis étroit d'esprit. Descartes n'est pas comme ça. Descartes développe une méthodologie dans son discours de la méthode, mais Descartes c'est aussi un métaphysicien spéculatif, Descartes c'est aussi un géomètre, c'est aussi un mathématicien, à ma connaissance. Les traités de géométrie Descartes sont toujours enseignés aujourd'hui dans les facultés de mathématiques. Descartes, à un moment donné, dans ses méditations, fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Je vais remettre en question tout. Tout, absolument tout. » Et je vous lis le texte. Il est à une époque, évidemment, où la croyance en Dieu est quasiment communément répandue. « Je supposerai donc qu'il y a non point un vrai Dieu, dit Descartes, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie. » C'est l'hypothèse du malin génie, du mauvais génie. « Non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je penserai que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons ne sont que des illusions et des tromperies dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérerais moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Je demeurerai obstinément attaché à cette pensée, et si par ce moyen, il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune vérité, à tout le moins,
il est en ma puissance de suspendre mon jugement. C'est le doute hyperbolique, c'est le doute radical, et vous connaissez la réponse cartésienne. Au moment où on est vraiment au plus profond de ce doute et dans la noirceur absolue, je pense peut-être faussement, mais je pense, autrement je ne pourrais point faire cet exercice, donc c'est à partir de cette pensée que je vais maintenant reconstruire l'ensemble de mon système philosophique. Donnez-moi un point fixe et je pourrais soulever le monde. Descartes l'avait trouvé, le fameux « je pense, donc je suis », indissociable de la notion du doute critique. À partir de là, vous êtes dans un idéalisme, c'est-à-dire que la connaissance procède de l'idée et non pas de l'empirisme. Les sens nous trompent. La connaissance procède de l'idée et aussi de la mise en rapport de l'idée par rapport aux objets et phénomènes qui nous entourent. Quelque chose d'absolument remarquable, qui est bien sûr à l'origine de la pensée contemporaine. La méthode de Descartes, je vous l'explique en une formule, elle est très simple sur le plan de la méthode critique, elle est toujours utilisée aujourd'hui dans toutes les sciences. Vous allez la retenir en 3 étapes, même 4. Prenez une montre à gousset, une montre à gousset suisse qu'on ouvre encore mécanique, comme ça, comme on voit au musée de la Chaux-de-Fonds en Suisse. Descartes dit quoi? Vous prenez la montre, il ne parle pas de montre, c'est moi qui prends cette image, vous la décrivez soigneusement, de façon exhaustive. Vous démontez la montre, vous cataloguez toutes les pièces, vous les décrivez, vous remontez la montre, et puis vous vérifiez si ça fonctionne. C'est généralement ce que mes enfants ne faisaient pas. Après, ça ne fonctionnait plus. Bon, ça, c'est autre chose. Vous vérifiez si ça fonctionne. 4 étapes. Observer, déconstruire, reconstruire, vérifier. C'est extrêmement simple, ça s'applique à toutes les disciplines. Descartes dit, il est prudent, sauf à la politique et à la religion. Spinoza lui répond, son meilleur élève spirituel, peu de temps après, donc appliquons-le à la politique et à la religion. Nous avons là quand même des éléments qui sont très intéressants, qui sont souvent présentés comme d'une grande complexité, comme très compliqués. Non. Grâce à ces méthodes, et c'est une des méthodes évidemment parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui dans les sciences contemporaines, grâce à ces méthodes, nous pouvons aborder le monde, les objets, les phénomènes, les décrire, et toucher à quoi? Un concept qui devient important, qui est une forme de nécessité sur le plan de la pensée pour nous appuyer, on l'a vu, la vérité. Pilate le demandait déjà au Christ, esti aletheia, qu'est-ce que c'est la vérité? Mais le Christ, dans sa grande sagesse, ne lui a pas répondu, parce qu'on ne répond pas à un sot qui pose une question pareille. La vérité, eh bien, on va s'appuyer sur Saint-Augustin. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que ça peut être appliqué aujourd'hui directement, notamment aux dérives démagogiques dont Trump est une des icônes. Ben, Saint-Augustin nous dit qu'il y a 3 types de vérité. La vérité mathématique, Saint-Augustin, fin de l'Antiquité, la vérité mathématique. Bon, aujourd'hui, on pourrait dire la vérité scientifique, parce que dans l'Antiquité, on n'a pas le mot science exactement dans le même sens qu'aujourd'hui, mais lui dit mathématique. La vérité dialectique, la vérité théologique. La vérité mathématique, elle souffre une résolution. Il y en a une. La vérité dialectique, ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure de façon très directe, elle fonctionne par un processus d'évaluation méthodologique qui rend plus crédible un mode de pensée qu'un autre. Si je vous dis maintenant tous les pauvres sont malhonnêtes, vous allez m'écouter, vous dites bon d'accord, vous soutenez cette thèse, et puis vous allez venir me répondre en me disant nous ne pensons pas ce que vous dites pour telle et telle raison, et après si on examine les arguments, il est probable que la proposition que j'ai énoncée va être nettement plus faible que les objections que vous allez m'amener. C'est la vérité au sens dialectique. Et puis la vérité au sens théologique, et oui, il y en a une, c'est pour ça qu'on enseigne la théologie dans certaines universités, pas la mienne, mais à l'UCL ou ailleurs, partout dans le monde, nécessite d'abord d'avoir la foi. Nécessite d'abord d'avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi, ce sont des propositions qui ne veulent rien dire. Bon, vous pouvez les
entendre dire elles sont intéressantes, à les étudier comme je le fais parfois, mais ça n'a aucun écho avec vous. Si vous avez la foi, elles ont une pertinence. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les publics qui sont en train d'écouter ces tribuns démagogiques qu'on retrouve partout dans le monde sont des publics qui ont la foi en ces personnes. C'est-à-dire qui suspendent la raison pour adhérer par principe à ce qu'elles vont dire. À partir de là, les discours de ces personnes deviennent relativement crédibles. Ils disent des choses qui leur semblent assez justes et qui d'ailleurs ne peuvent être fausses pour une série de raisons qu'ils invoquent. Mais ils ont créé un postulat au départ qui est de l'ordre de la créance, qui est de l'ordre de la foi, ce qui est absolument incompatible avec, comme vous l'entendez, la méthode scientifique, parce que précisément ces personnes ne sont pas dans un discours théologique, ne sont pas en train de parler de métaphysique, ne sont pas en train de faire un cours de philosophie. Ces personnes sont en train de parler de nos vies et de tout ce qui va se passer dans nos vies au sens pratique. Ça ne relève pas du champ de la foi. Et que font ces personnes? Eh bien, de façon systématique, elles nous disent que tout est compliqué, mais qu'elles ont une solution simple. Comme on disait il y a à peine une décennie dans le monde des jeunes, on ne va pas se prendre la tête. Bon, ok, qu'est-ce qu'on se prend alors? Grande question. Ben si. Donc, moi j'ai la réponse à des choses compliquées. La vie c'est très compliqué, n'est-ce pas? Par une phrase, j'ai une réponse, j'ai un slogan, on va faire comme ça, et c'est évident, et vous adhérez à ma personne, et donc vous me suivez. Mais non. Ce qu'il vous dit, ce n'est pas compliqué, c'est complexe. Et effectivement, nous vivons dans un monde complexe, ça vient d'être développé. Et la pensée scientifique, la pensée critique aujourd'hui, doit être une pensée qui, effectivement, de plus en plus, doit être capable de gérer la complexité. Mais pour ça, il faut une éducation. Il faut, dans une démocratie, que le plus grand nombre, en tout cas, soit éduqué. Ça ne veut pas dire sache tout, mais soit éduqué, soit capable de discerner de façon critique ce qui se passe dans le monde. Et on est loin du compte, et surtout pas dans certaines régions du monde où on a cru que l'éducation était une spécialité et que pour le reste, il suffisait de les endoctriner et de les confiner dans la distraction. Donc le premier combat, et c'est un combat de longue haleine et qui marche très difficilement souvent avec le discours politique, parce que c'est un combat qui vise le demi-siècle, c'est l'éducation. Sans éducation, il n'y a pas de démocratie viable. Sans éducation, au mieux, vous avez des démagogies. Et le plus souvent, les démagogies deviennent des tyrannies. Ce n'est pas Baudouin qui l'invente maintenant devant vous, c'est Aristote, et après tout, il n'était pas plus bête que nous. Donc retenez peut-être cette notion. Tout notre travail au niveau de l'esprit critique va être de comprendre et de gérer le complexe. Je vais juste vous donner, parce que je dois avoir un tout petit peu de temps, un exemple. Qu'est-ce qu'un humain ? Bon, il y a des montagnes de livres qui ont été écrits sur qu'est-ce qu'un humain. Eh bien, la définition de l'humain, aujourd'hui, elle est en train de changer drôlement. L'humain n'est plus celui qui est au centre du monde. L'humain n'est pas celui qui comprend et qui a la raison. L'humain n'est pas celui qui a été élu par Dieu pour être au milieu de la nature et être celui qui y règne ou qui donne le nom des animaux, etc. Toutes ces définitions, et même les plus scientifiques qu'on a trouvées à l'époque des Lumières, sont en train de s'effondrer. De plus en plus, nous nous rendons compte qu'un humain, c'est un être conscient en interdépendance avec l'ensemble des parties constitutives de la nature. C'est-à-dire, et c'est très moderne, hein, les idées viennent aussi d'Internet et autres, c'est un être en réseau. Et son identité et sa survie devront se jouer à un autre endroit que ce qu'on imaginait. C'est typiquement une pensée complexe. Mais pour beaucoup de gens, on leur dira c'est compliqué, vous n'allez pas suivre une idée pareille. Moi, je vous dis que c'est un humain, c'est un homme blanc de plus de 60 ans, hétérosexuel. À titre personnel, je suis plutôt d'accord, mais c'est peut-être un peu réducteur. Bon. J'arrive à la conclusion. Je suis même un petit peu en avance, ce qui va mettre notre ami Eddy Kakelbergs dans un état de joie, voire peut-être de lévitation laïque extraordinaire, parce que j'ai vu qu'il s'obsédait un peu sur la pendule. Tout ceci se résume en un point, n'est-ce pas? Et ce point, je le retourne vers un philosophe chinois, Chuang-Tzu. Chuang-Tzu a vécu au IVe siècle. C'est un taoïste. Tiens, Tao. Ça veut dire chemin en chinois.
Et Chuang Tzu avait bien dormi, c'est le travail normal d'un philosophe d'ailleurs. Il s'est réveillé, il avait rêvé qu'il était un papillon. C'est génial ça. Et puis tout d'un coup, il s'est posé cette question. Suis-je le Chuang Tzu qui a rêvé être un papillon, ou suis-je un papillon qui rêve être Chuang Tzu? Je vous laisse sur cette pensée critique, elle synthétise tout.